Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Société de médecine de la reproduction. J'ai la joie aujourd'hui d'animer un débat sur le spermogramme et pour cela, j'ai invité Nelly Wiekowski-Blanchard, qui est responsable du côté gynécologique au niveau du centre d'AMP de l'hôpital de Poissy, et le docteur Patrice Clément, responsable du laboratoire Clément spécialisé dans tous les actes de biologie associés à l'assistance médicale à la procréation. Je vous rappelle que l'ensemble de ces vidéos sont accessibles sur le site de la Société de médecine de la reproduction. Je vais maintenant rejoindre mes invités. Merci à tous les deux donc d'être venus sur ce plateau de la SMR. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, pourquoi faire un spermogramme ? Très bonne question. On va prescrire un spermogramme devant une infertilité parce que l'infertilité n'est pas que féminine. La part de l'infertilité masculine est importante et représente environ 30% des causes d'infertilité, donc tout autant que l'infertilité féminine. Et en plus, il y a l'infertilité mixte, donc qui associe l'infertilité masculine et féminine, qui représente aussi environ 30% des infertilités. Donc lorsque l'on voit un couple pour la première fois en consultation d'infertilité, on va prescrire un spermogramme complet avec test de migration survie et spermoculture. Déjà pour savoir si les paramètres spermatiques sont altérés ou non, pour pouvoir améliorer ces paramètres spermatiques si on le peut, et puis pour ensuite essayer de donner plus de chances en grossesse spontanée ou en grossesse en AMP. Donc au final, on va essayer de mieux orienter le couple et de leur trouver la meilleure technique d'AMP qui sera adaptée à leur parcours. Donc on est bien d'accord, c'est quand même un des tout premiers examens, si ce n'est le premier qui arrive qu'on réalise dès lors qu'un patient infertile arrive en consultation. Donc maintenant, voilà, c'est comment le faire. Donc Patrice, toi tu diriges un laboratoire spécialisé dans l'assistance médicale à la procréation. Donc voilà, quand fait-on et comment fait-on un spermogramme ? Est-ce qu'on peut le réaliser chez soi, puisque maintenant il y a de nouvelles technologies qui permettent de le faire avec son smartphone ? Ou alors, effectivement, est-ce qu'il va falloir vraiment un examen de référence, puisque ceci peut avoir un impact sur le futur de la prise en charge ? Moi, je dirais que les examens sur smartphone sont peut-être ludiques, mais pas très fiables. Donc ça peut donner une idée. Je pense que vraiment, quand un couple est dans un problème d'infertilité, il est de bon ton d'avoir un examen de référence fait dans un laboratoire qui sait faire des spermogrammes. Le spermogramme, il est préférable qu'il soit fait au laboratoire. Exceptionnellement, je ne parle pas de l'AMP, là, je parle du diagnostic, ça peut être fait exceptionnellement à domicile, en sachant que dans ce cas-là, le sperme doit être apporté au laboratoire dans la demi-heure qui suit. Parce que c'est un point extrêmement important du spermogramme, c'est tout ce qui est le préanalytique. Donc le préanalytique est très important. Il faut gérer une abstinence de 2 à 5 jours, enfin de 2 à 8 jours selon l'OMS. Donc ça, c'est important. Il faut que le sperme soit recueilli dans de bonnes conditions. Il faut recueillir la totalité du volume. Donc tous ces éléments sont très très importants et on en reparlera peut-être après, mais on ne pourra pas faire un diagnostic certain sur un seul spermogramme, car c'est très important de savoir qu'il y a des variations du sperme de manière physiologique qui sont extrêmement importantes. Et donc sur un sperme pathologique, il faudra le contrôler au moins 3 mois après. Ça ne sert à rien de le refaire 15 jours après, parce qu'une spermatogénèse dure 72 jours. Donc il faut recontrôler ça à peu près 3 mois après le premier résultat. Donc globalement, on est d'accord, c'est que tout le préanalytique est important pour pouvoir avoir des valeurs qui sont fiables. Donc absolument. Il y a différentes valeurs. Donc tu peux nous expliquer un petit peu ces valeurs et surtout savoir un petit peu s'il y a effectivement en fonction de différents cas des infertilités qui vont être définitives ou pas, ou peut-être qu'on l'abordera ultérieurement. Alors, je ne sais pas s'il y a des infertilités définitives sur un seul spermogramme, probablement pas, parce qu'il faudra compléter les examens et on pourra trouver d'autres choses. Les différents paramètres sont le volume, qui est très important. Toutes les normes sont référencées par rapport à une revue qui est le manuel de l'OMS, qui donne une moyenne des données de chaque paramètre du sperme. Chaque paramètre du sperme peut être interprété de manière indépendante, mais globalement, il faut quand même interpréter le spermogramme dans sa globalité. Donc avec le volume, qui doit être supérieur à 1,5 ml, le pH, qui doit être au-dessus de 7, 7,2,
la numération, qui doit être au-dessus de 15 millions par millilitre et de 39 millions par éjaculat. La mobilité, ce qu'on appelle la mobilité A plus B, c'est-à-dire les spermatozoïdes qui sont vraiment mobiles et qui sont aptes à féconder un ovocyte, qui doit être de plus de 33%. Et ensuite, ce qu'on appelle le spermocytogramme, c'est-à-dire la cytologie des spermatozoïdes. Alors là, il y a 2 grandes classifications. Il y a la classification David, pour laquelle la normale doit être supérieure à 24%. Et il y a une classification qui est beaucoup plus stricte, qui est la classification de Kruger, pour laquelle la normale doit être supérieure à 4%. Alors les patients sont très inquiets quand on leur rend des spermocytogrammes avec des valeurs de 3%, 4%, 5%. Mais il faut bien leur expliquer que cette classification elle est extrêmement stricte, extrêmement rigide, et que en fait, tenons déjà compte d'un bon volume de sperme, d'une bonne numération et d'une bonne mobilité. L'interprétation sur le spermocytogramme, ça sera dans un deuxième temps, et on ne pourra pas prendre une décision d'AMP, quelle qu'elle soit, FIV-ICSI ou insémination, uniquement sur le résultat du spermocytogramme, mais vraiment sur la globalité du résultat du sperme. En plus de ça, est-ce qu'il y a d'autres tests qu'on fait en premier abord, comme la vitalité, Alors, il y a bien évidemment la vitalité, effectivement, que j'ai oublié, qui est un examen qui fait partie intégrante du spermogramme. Donc, numération, mobilité, vitalité, spermocytogramme, pH et volume. Ce sont les 5 paramètres principaux du spermogramme. Donc, finalement, à la fin, le patient se retrouve devant un nombre de chiffres absolument incroyable, avec des normes, comme tu l'as très très bien dit, avec un impact plus ou moins variable en fonction de tel ou tel paramètre. Donc après, il va falloir un petit peu expliquer, parce que alors, effectivement, le patient va se retrouver, on revient dans son laboratoire avec la feuille. Donc je pense que beaucoup de patients vont intervenir directement auprès du biologiste, et puis après, effectivement, ils vont retourner voir leur gynécologue. On revient sur un point qui est extrêmement important, dont je parlais avant, c'était la partie préanalytique. Et il est important que le biologiste ait dans son dossier tout ce qui peut concerner l'homme en question, savoir s'il prend des médicaments, s'il prend des toxiques, s'il a une profession à risque, s'il fume, s'il prend du cannabis, parce que tous ces examens, tous ces éléments, s'il a des opérations de la sphère urogénitale, parce que tous ces examens, toutes ces interventions peuvent impacter sur le résultat du spermogramme, et l'interprétation par le biologiste, elle doit se faire en fonction des données cliniques. Après, c'est le clinicien qui reprendra le dossier et qui pourra mieux expliquer aux patients la totalité des choses, mais déjà le biologiste, dans sa conclusion, doit tenir compte des paramètres préanalytiques pour conclure sur un spermogramme. Donc le premier examen est fait, et ensuite, effectivement, le couple va retourner, et donc le gynécologue, andrologue, va avoir la globalité du couple, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc le premier abord, c'est déjà comment vous, en tant que gynécologue, andrologue, vous allez en fait interpréter ces résultats, comment vous allez annoncer en fait ces résultats aux patients, qui sont parfois des résultats qui sont un peu perturbants, surtout pour l'homme qui a une... Quand on revoit le couple en consultation, on va leur expliquer les résultats du spermogramme avec des mots assez simples. On va vérifier est-ce qu'il y a suffisamment de spermatozoïdes, est-ce qu'ils bougent bien, est-ce qu'ils sont bien vivants, est-ce que la morphologie est correcte ou non. Et puis on va rechercher à l'interrogatoire ou à l'examen clinique des causes de ces altérations des paramètres spermatiques. Voilà, donc après, on va un peu extrapoler pour savoir si finalement les spermatozoïdes sont capables de remonter dans tout le tractus génital féminin et sont capables de féconder l'ovocyte. Avec le test de migration-survie, on va pouvoir évaluer quelle technique d'AMP va être la plus appropriée pour eux. Et donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne va pas falloir tenir compte forcément d'un seul spermogramme, sauf s'il est normal, il n'y aura pas de souci. Mais en cas d'anomalie, il convient de recontrôler ce spermogramme, parce qu'un cycle de spermatogénèse dure environ, grosso modo, 3 mois. Donc il faut recontrôler à distance pour vérifier si ces altérations se confirment dans le temps, parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent jouer sur la qualité du sperme. Oui, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. Et puis, donc voilà, une fièvre, une infection, des toxiques. Donc il est important effectivement d'avoir ce dialogue clinico-biologique finalement pour interpréter finalement ce spermogramme, puisque c'est le couple qui l'a mis, qu'on ait tous un dialogue identique par rapport à ces valeurs. Donc je crois que c'est important de noter que la prise en charge se fait de façon clinico-biologique, de toute façon tous les centres d'AMP sont clinico-biologiques. Donc,
une fois qu'effectivement on a bien interprété ce spermogramme, qu'on a contrôlé ce spermogramme, est-ce que des examens complémentaires pourraient aider finalement à la prise en charge? Il y a différents examens qui sont apparus, la fragmentation de l'ADN, l'étude peut-être de l'ADN de cette spermatozoïde pour savoir s'il y a des chromosomes qui sont en plus ou en moins. On est un peu, je dirais, dans l'inconnu aujourd'hui par rapport à l'utilité de tous ces tests. J'aimerais un petit peu savoir un petit peu ce que vous deux, vous en pensez et qu'est-ce que ces analyses pourraient modifier après, ultérieurement, pour la prise en charge du patient. Le premier examen complémentaire dont ma collègue a parlé, c'est le test de migration-survie. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne se fait pas systématiquement avec un spermogramme. La majorité des FIVistes cliniciens demandent spermogramme TMS, mais logiquement, un TMS doit se faire au vu d'un spermogramme altéré. Mais bon, ce qui ne se fait jamais, parce que pour des raisons pratiques, on ne va pas demander au patient de revenir une deuxième fois faire un recueil, c'est quand même déjà compliqué pour lui. Donc on fait systématiquement, en général, quand on est dans un contexte d'infertilité, on fait le spermogramme et le TMS. Le TMS, c'est le test de migration-survie. Il va permettre de sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles et apparemment les plus fécondants. Et c'est vraiment la technique, le TMS, qui va permettre de choisir, si nécessité d'AMP il y a, c'est la technique qui va permettre de choisir la technique d'AMP qui va être utilisée, soit l'insémination, soit la FIV, soit l'ICSI. C'est vraiment l'examen de base, franchement, pour le choix de l'AMP. Ensuite, il y a d'autres examens plus spécialisés. On est un peu dans une deuxième étape. Un qui devient de moins en moins spécialisé, c'est la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes, parce que c'est vrai qu'on a des spermes parfois qui sont a priori normaux sur les valeurs du spermogramme, mais qui ont des fragmentations, donc une qualité de l'ADN des spermatozoïdes qui n'est pas très bonne, pour différentes raisons qu'on peut explorer, la principale étant le stress oxydant. Ensuite, il y a d'autres examens encore plus spécialisés, la décondensation de l'ADN, et puis comme tu l'as dit, la recherche éventuellement, dans certaines situations très particulières, surtout d'oligozoospermie, donc de très faible numération de spermatozoïdes, la recherche d'aneuploïdie, donc de nombre anormal de chromosomes dans un spermatozoïde qui peuvent expliquer des échecs de développement embryonnaire précoce et des fausses couches. Je crois que c'est les examens. Ensuite, il y a un autre examen qui peut être fait devant la présence d'agglutinat dans le sperme, c'est la recherche d'anticorps antispermatozoïdes, soit dans le vagin, soit carrément aussi dans le sérum, qui peut expliquer aussi des échecs de fécondation. Et là, pour le coup, c'est souvent une indication, même pas de FIV, mais même d'ICSI. Dans ta pratique, Nelly, tu réalises régulièrement, je pense que le TMS, on est d'accord, hein, je pense qu'il est réalisé de façon systématique, c'est de la base. Hein, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un couple, dès lors qu'on va vérifier une deuxième fois une altération de la spermatogénèse, d'un spermogramme, il est fondamental de faire tout de suite, en parallèle, un TMS. On est d'accord dessus. Après, les autres analyses, dans ta pratique, alors c'est une accessibilité qui est plus ou moins facile hein, aussi pour faire ces analyses tous les labos ne le font pas. Oui. Tous les labos ne le font pas. Est-ce que c'est une accessibilité? Est-ce que effectivement, on va pouvoir modifier la prise en charge en fonction effectivement de telle ou telle analyse qui va être anormale hein. Alors le TMS, bien sûr, on verra tout à l'heure un petit peu quel est l'impact. La fragmentation, la fiche et autres analyses qui sont aujourd'hui permises. Ça, effectivement, ce sont des examens très spécialisés et effectivement, tous les laboratoires n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Donc, il va falloir orienter le patient vers les laboratoires qui ont développé les compétences pour pouvoir effectuer ces examens. Et puis oui, ça va nous donner des informations supplémentaires pour le patient, pour peut-être essayer aussi de changer son mode de vie, si la fragmentation est élevée, par exemple. Et puis, pour tout ce qui est données génétiques, avec le karyotype, d'éventuelles translocations ou autres anomalies, on va peut-être avoir effectivement, par ce biais, une explication à l'infertilité masculine. C'est sûr que les examens complémentaires, étant responsable d'un département de génétique, au niveau génétique, effectivement, c'est important. Mais je dirais que là, on est vraiment au tout départ de la prise en charge. Donc, voilà. OK, on a ce spermogramme. Donc maintenant, là, on va parler thérapeutique, hein, parce que finalement, en fonction de telle ou telle altération sur spermatogénèse, on va avoir, à mon avis, différentes approches, hein, avec comme objectif, finalement, d'avoir une grossesse évolutive à terme. Donc, encore une fois, hein, on retourne sur le partenariat clinico-biologique. Hein. Je pense que tous les centres ont une discussion clinico-biologique. Donc, voilà, tu peux rapidement nous expliquer un petit peu toutes ces approches.
quelles sont les contraintes qu'il va y avoir au niveau biologique, puisque chaque étape sera un petit peu différente. On sait très bien que toutes ces approches sont soumises à gérer une certaine expertise au niveau biologique, que ce soit la préparation du sperme, que ce soit l'assimilation. Donc, comment, globalement, aujourd'hui, vous voyez un petit peu les approches thérapeutiques pour ces patients, en supposant effectivement que le sperme est normal ou altéré? Oui, effectivement, il va y avoir plusieurs cas de figure. Si le sperme est normal et que le bilan et l'âge féminin le permet, donc que les trompes ne sont pas bouchées, bien sûr, on va éventuellement pouvoir proposer des inséminations au couple parce qu'on estime que les spermatozoïdes bougent suffisamment et sont suffisamment mobiles pour aller cheminer dans le reste de la portion tubaire. Et puis, il va y avoir une autre discussion si le spermogramme est anormal, parce que déjà, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayer de l'améliorer, de traiter éventuellement la cause. Après, si on ne retrouve pas de cause, que c'est idiopathique ou que les facteurs sont non modifiables, et alors là, il va falloir passer un cran au-dessus en termes d'AMP et passer à de l'AMP un peu plus lourde avec, par exemple, la fécondation in vitro, parce qu'on estime que les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux et mobiles, parce que, comme vous le voyez sur le petit schéma, en fécondation in vitro, on va mettre en contact les spermatozoïdes autour d'un ovocyte, et puis la fécondation va se faire plus naturellement, en tout cas au laboratoire. Après, si les paramètres spermatiques sont vraiment altérés, on va passer à l'étape, on va dire, supérieure pour le laboratoire en proposant une ICSI. Donc là, on va injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte pour éviter les échecs de fécondation potentielle en fécondation in vitro. Et puis après, il va y avoir le cas extrême de l'absence de spermatozoïdes dans le recueil de sperme. Et donc, on va aller à la source, proposer une biopsie testiculaire si on le peut. Et si on retrouve des spermatozoïdes, là, on proposera également une ICSI. Donc, on est tous les trois d'accord, c'est qu'en fait, c'est un examen de première intention, quand on a un couple infertile, mais qui aura des conséquences, je dirais, multiples dans la prise en charge, bien sûr si l'anomalie est confirmée, et donc avec différentes approches. Moi, je pense qu'il faut insister sur un point, c'est que un spermogramme, il ne faut pas l'interpréter avec un seul examen, on l'a dit. Mais je pense aussi qu'un spermogramme normal n'est pas forcément normal un an après. Et que souvent, on a des patients qui reviennent en disant « Oui, mais j'ai fait un spermogramme il y a un an, il était normal ». Bon, ils reviennent pour une insémination, par exemple. C'est quand même de bonne pratique d'avoir un spermogramme avant un acte d'AMP, qu'elle soit une FIV, une ICSI ou même, et surtout même à la limite une insémination, d'avoir un spermogramme de moins de 3 mois pour réévaluer les paramètres du sperme pour être sûr qu'on ne part pas n'importe comment. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister par rapport au traitement, c'est que de plus en plus dans le monde et maintenant en France, on fait de plus en plus d'ICSI. Je trouve que c'est une dérive un peu ennuyeuse. Non pas parce qu'il y a une toxicité particulière de l'ICSI, puisque a priori les enfants vont bien et que les pourcentages très faibles d'augmentation d'anomalies qu'on retrouve sont probablement dus à la population, mais surtout parce que je trouve que les centres vont trop vite à l'ICSI et que, en fait, quand on fait de l'ICSI directement sans faire de FIV, on n'a pas de test de fécondance, on ne sait pas si le sperme féconde ou pas. Je pense qu'il est bon, sauf évidemment sperme catastrophique, il est bon de passer par une étape d'insémination éventuellement, mais aussi de FIV pour voir s'il est fécondant le sperme, parce que dans ce cas-là, ça peut être une solution de revenir en insémination plus tard, et notamment avec la nouvelle loi de bioéthique qui autorise bizarrement les inséminations jusqu'à 45 ans chez la femme, alors qu'elle n'autorise les fécondations in vitro que jusqu'à 43 ans, ça peut conserver des chances de grossesse à une patiente. Donc je pense que c'est une bonne chose de faire de la FIV pour avoir un test de fécondance et de ne pas se foncer sur l'ICSI, parce qu'aujourd'hui en France, il y a pratiquement 75% d'ICSI qui sont faites en fécondation in vitro, non justifiées. Oui, et puis je rajouterais même que même si un couple a déjà eu un enfant, il faut recontrôler le spermogramme, parce que les paramètres spermatiques effectivement peuvent se modifier dans le temps. Effectivement. Et puis parfois, effectivement, si on n'interroge pas assez bien l'homme, si on ne l'examine pas correctement, on va effectivement aller d'emblée à l'ICSI, alors qu'en fait, en changeant ces paramètres et en les traitant, il y aura peut-être une grossesse spontanée ou une grossesse en insémination, donc ce sera moins invasif pour la patiente.
Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important, ce que vous venez de dire. Je pense que devant des paramètres du spermogramme qui sont altérés et confirmés altérés, c'est de bonne pratique que le couple, enfin l'homme, voit un andrologue. Parce que pas tous les gynécologues sont formés à l'andrologie. Et souvent, c'est un petit peu l'autoroute de la fécondation in vitro. On ne réfléchit pas trop, pas forcément assez, peut-être, hein, nous y compris en tant que biologistes. Hein. Mais il y a effectivement probablement des solutions à trouver, de traitements qui ne sont pas l'AMP et qui permettent à un couple d'avoir un bébé sous la couette quand il y a une altération du sperme. Et donc je pense que c'est important que les couples voient des andrologues. Alors il y en a pas beaucoup en France, malheureusement, mais tous les gynécologues ne sont pas formés à l'andrologie. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère avoir convaincu l'auditoire de l'intérêt de cet examen fondamental qu'est le spermogramme, qui doit être fait de façon adéquate, qui doit être vérifié et qui doit s'accompagner obligatoirement d'un discours clinico-biologique afin d'expliquer au mieux aux patients l'intérêt dans leur prise en charge de leur infertilité. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.